Je vois qu'il y a eu des tests pour le mercure et le plomb, deux métaux traces souvent associés au poison. Cela me fait me demander si la mort de Bruce Lee était liée à un acte criminel. Quand Bruce Lee est mort, le monde a perdu une légende. Mais ce qu'il a laissé derrière lui raconte une histoire plus sombre. Caché dans sa succession, il y avait des objets qui ont choqué même ses amis les plus proches. Des indices de secret que personne n'attendait du dragon lui-même. Des notes classifiées aux découvertes troublantes scellées pendant des décennies. Ce que les enquêteurs ont découvert dans l'ancienne maison de Bruce Lee soulève plus de questions que de réponses. Joignez-vous à nous pour démêler ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee et pourquoi c'est grave. La lumière matinale traversait les volets du hangar à Seattle, rayant le sol en béton où 3 archivistes et Linda Lee Cadwell attendaient. 52 caisses en bois reposaient sous des bâches, chacune estampillée propriété de la fondation familiale Bruce Lee. Jusqu'à présent, les litiges juridiques et le chagrin familial les avaient gardés scellés. Les agents d'assurance ne s'attendaient à rien de dramatique. Des contrats de studio, peut-être quelques photos signées. Pourtant, un silence s'est installé quand la première caisse a été ouverte. À l'intérieur se trouvaient 2 speedballs brisés, les premiers cadeaux que Bruce s'était offerts après The Big Boss. Immédiatement, l'équipe a perçu une contradiction. Le monde célébrait Bruce Lee comme une force indestructible. Mais ces outils racontaient une autre histoire, celle d'un usage relentless. Sous les sacs déchirés, ils ont trouvé des bandages de poignets tissés à la main, raidis par du sang séché. De petites notes sur du ruban adhésif indiquaient des dates et des lectures de pouls, preuve d'un automonitoring obsessionnel. En quelques minutes, un thème a émergé. La perfection à tout prix. Cette découverte a donné le ton pour les jours suivants. Chaque caisse offrait un fragment d'un portrait plus large. Des bâtons d'escrime abîmés étiquetés entraînement de nuit, des débardeurs trempés de sueur datée et signés non pour la vente, mais pour l'étude, et des tableaux manuscrits suivant les pourcentages de graisse corporelle jusqu'à la décimale. Les yeux de Linda se sont embués en lisant une entrée d'avril 1973. Si le corps se brise, l'esprit doit encore performer. Cette phrase seule a reformulé chaque affiche brillante qui ornait autrefois les murs des chambres à travers le monde. Puis est venue la première découverte vraiment troublante. Sous une pile de rushs de films se trouvait une enveloppe marron étiquetée médicale. À l'intérieur, des radiographies montraient des microfractures le long de la colonne vertébrale inférieure de Bruce, rappel de la blessure au dos de 1970 qui l'avait presque paralysé. Les médecins l'avaient averti de ralentir. Au lieu de cela, une autre note dans son écriture inimitable déclarait « La douleur est une question. Ma réponse est le mouvement ». La colonne vertébrale révélait ce que le sourire n'avait jamais montré. Un homme courant contre sa propre biologie. Ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee, c'est mauvais pour le mythe de la maîtrise effortless. Les archivistes ont réalisé que la légende du dragon reposait sur une illusion, que la vitesse et la force émergeaient d'une pure philosophie. Les objets disaient le contraire. Ils parlaient d'une agonie de minuit, d'os mal ressoudés, d'un homme qui brûlait plus fort précisément parce qu'il se consumait. Avant de partir, ils ont catalogué chaque relique avec un soin forensique. Même les objets banals, bouteilles de vitamines à moitié vides, cordes à sauter effilochées, cassettes VHS vierges étiquetées études de forme, prenaient du poids. Linda a glissé un petit journal dans sa veste, refusant de partager ses pages pour l'instant. Tout le monde sentait qu'ils avaient franchi un point de non-retour ce premier soir perplexe à Seattle, construisant le dernier nid du dragon. Pour comprendre pourquoi les caisses comptaient, les archivistes ont remonté le temps jusqu'à 1972, lorsque Bruce Lee a acheté une modeste villa de 2 étages au 41 Cumberland Road à Kowloon Tong. Il l'a surnommée Cranes Nest pour l'oiseau gravé au-dessus de la porte d'entrée, un clin d'œil discret à sa stance préférée du Wing Chun. Hong Kong était en plein essor, mais le quartier conservait une élégance coloniale britannique, avenue bordée de banians, murs de jardin bas, une Rolls-Royce occasionnelle attendant au feu rouge. Par les standards des stars, ce n'était pas glamour. Par les standards de Bruce, c'était parfait. Les registres immobiliers montrent qu'il a payé environ $1 million hongkongais, une fortune à l'époque, en utilisant des avances de The Way of the Dragon. Les amis se souvenaient qu'il insistait pour installer un sol en érable souple dans le salon pour que les coups de pied résonnent comme des coups de feu. Il a esquissé un mannequin en bois dans un coin et a transformé le garage en un petit studio de cinéma avec un projecteur 16 mm et des bobines infinies de footage de combat qu'il analysait image par image. Linda a peint les chambres des enfants en bleu pastel. Bruce a recouvert les murs de la salle d'entraînement de blanc uni pour que les ombres des stances soient faciles à étudier. Pourtant,
l'argent était toujours plus serré que les tabloïds ne le supposaient. Les contrats avec Golden Harvest étaient lucratifs sur le papier, mais lents à payer. Une grande partie des revenus de Bruce allait aux frais de scolarité pour des étudiants privés, au loyer de son école à Los Angeles, et aux expérimentations qui deviendraient le Jeet Kune Do. Les livres de comptes trouvés dans la succession révèlent que certains mois, le solde bancaire du ménage tombait en dessous de $2000, le forçant à mettre en gage des montres gagnées lors de tournois. Pas de garde du corps, pas de voiture de sport, pas de chef embauché, juste un homme se démenant pour garder son rêve à flot. À Cranes Nest, les voisins entendaient souvent des coups rythmés au lever du soleil, des coups de pied latéraux claquant contre le sac lourd suspendu à une poutre de plafond. Bruce se renforçait lui-même. Quand les journalistes visitaient, ils voyaient seulement l'entrée en marbre et l'étang aqua. Il manquait le grenier où il stockait des piles de livres de philosophie, Krishnamurti, Lao Dsu, Jiddu, et la pièce insonorisée à l'arrière où il enregistrait des exercices de respiration bien avant que les boxeurs ne parlent d'entraînement diaphragmatique. Pendant les 16 courts mois où il y a vécu, la villa servait à la fois de plateau de tournage et de laboratoire. Chuck Norris s'entraînait sur les carreaux de la terrasse. Les cascadeurs faisaient la sieste sur des tapis de Tommy entre les prises. Les nuits où les tempêtes tropicales faisaient trembler les écrans de bambou, Bruce écrivait des lettres à Brandon et Shannon décrivant des rêves d'une fraternité mondiale d'artistes martiaux échangeant sans préjugés. Ces lettres, jaunies et tachées de sueur, ont émergé parmi les caisses de Seattle, un autre lien reliant la villa spartiate à l'espace de stockage débordant à des milliers de kilomètres. L'ironie est brutale. Quelques semaines après avoir acheté son havre, il était parti. Cranes Nest a fermé ses portes. L'étang aqua s'est immobilisé, et les cadres de studio se sont précipités pour remonter hanter The Dragon sans la tournée promotionnelle de sa star. La maison qui aurait dû être un foyer à vie est devenue une capsule silencieuse, attendant des décennies que quelqu'un se demande quel secret elle tenait encore. 5 décennies plus tard, les archivistes savaient qu'ils déballaient plus que des objets. Ils excavaient Cranes Nest elle-même. Ses espoirs, sa sueur, son silence abrupt après 1973. Des pages qu'aucun fan n'était censé lire. Le journal que Linda a emporté ce soir-là mesurait à peine 10 cm de large. Pourtant, il a fallu 2 jours au conservateur pour le numériser. Ces pages de papier de riz friable étaient couvertes recto verso de l'écriture compacte de Bruce, parfois une calligraphie élégante, parfois un griffonnage frénétique courant contre la montre. Les spécialistes s'attendaient à des réflexions philosophiques. Au lieu de cela, ils ont trouvé un journal intime de douleur, de pharmacie et de doute. Entrée après entrée, il décrivait des migraines fleurissant derrière les yeux, des chocs électriques dans la colonne, des nuits où son pouls battait à plus de 140 alors qu'il restait parfaitement immobile. Il notait la douleur dans son bas du dos sur une échelle de 10, puis se prescrivait des entraînements punitifs. De toute façon, une marge contenait un petit croquis, sa propre pierre tombale fendue par un point, légendé, victoire sur soi-même. La bravade semble creuse quand on la place à côté d'une IRM d'un disque glissé daté de seulement 4 mois avant son effondrement. Les historiens ont longtemps débattu si l'édème cérébral fatal provenait d'une allergie à un analgésique. Le journal complique ce récit. Plusieurs pages listent des combinaisons de corticostéroïdes, de relaxants musculaires et de pilules nerveuses expérimentales acquises lors d'une tournée de conférences à Los Angeles. À côté de chaque médicament, Bruce notait des effets secondaires, vision floue, acouphènes, gorge serrée. Pourtant, les doses augmentaient. Le 10 mai 1973, il écrivait « Je ne serai pas ralenti par la prudence. Je conduis mon corps comme un jeune général envoyant des soldats avant l'aube. » Les archivistes ont senti la métaphore trancher l'air de la pièce. Ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee, c'est mauvais pour quiconque cherche un arc héroïque net. Le journal expose un homme qui connaissait la ligne rouge mais gardait le pied sur l'accélérateur. Un passage déchirant adressé à Linda confesse « Si je meurs, pardonne-moi d'avoir choisi la vitesse plutôt que la durée. » Les rapports toxicologiques de l'autopsie confirment des traces élevées de méprobamate correspondant presque gramme pour gramme à son propre inventaire. Si les écrits privés humiliaient le mythe, les livres de comptes financiers exposaient un choc différent. Bruce Lee est mort presque sans argent. Les relevés de royalties montraient que les revenus d'Ante The Dragon coulaient des mois après sa mort, tandis que les dépenses quotidiennes continuaient à monter. 80% des salaires de films disparaissaient dans les coûts de production, les factures médicales et les dons à des étudiants en difficulté. Les archivistes s'attendaient à des actifs de luxe. Au lieu de cela,
ils ont enregistré une station wagon Chevy de 1969, 2 projecteurs d'occasion et une hypothèque encore due sur Cranes Nest. Après la mort de Bruce, le patron de studio Raymond Shaw a acquis la maison de Linda, puis l'a rapidement vendue à un philanthrope de Shenzhen, Yu Panlin, pour environ $1 million hongkongais. Yu prévoyait d'honorer Lee avec un musée, mais les calculs touristiques n'ont pas fonctionné. Au début des années 80, des néons de motel clignotaient à l'extérieur du 41 Cumberland Road. Le vestibule en marbre, où Chuck Norris attendait autrefois pour répéter, est devenu un comptoir de réception, offrant des chambres à l'heure. Des miroirs couvraient les plafonds. Des cloisons subdivisaient la vieille chambre de Shannon en pote de karaoké. Les visiteurs payant pour l'intimité n'ont jamais deviné qu'ils se prélassaient là où des drills de Jeet Kune Do faisaient autrefois trembler le parquet. Les tabloïds locaux l'appelaient le Love Hotel du Dragon. Un titre si luride que Linda refusait de commenter. Ce qui a été trouvé dans la succession de Bruce Lee? C'est mauvais pour quiconque supposait un respect posthume. Des photographies récupérées d'un journal de sécurité jetaient dépeignent des matelas en forme de cœur, des silhouettes néons de couples dansant, et une fresque murale qui intégrait maladroitement le crête dragon personnel de Bruce. Les livres de contes révèlent que le motel était rentable. Yu a donné des revenus à sa fondation caritative, réalisant arguablement le vœu de Bruce d'élever les démunis. Pourtant, l'ironie piquait. Les clubs de fans suppliaient les autorités hongkongaises d'intervenir, mais les lois de zonage protégeaient les droits de propriété privée. En 2008, après des pétitions globales, Yu a annoncé que le motel fermerait, promettant un centre patrimonial. La bureaucratie a bloqué. Puis Yu est mort en 2015, gelant les plans à nouveau. Parmi les caisses de Seattle se trouvait un dossier manille étiqueté Proposition de musée 2009 à 2013. À l'intérieur, des plans montraient Cranes Nest restauré, des salles de conférence, une archive Wing Chun, la voix de Linda guidant les visiteurs à travers une visite audio. Attachées au dossier, des lettres de rejet des conseils culturels municipaux citaient des écarts de financement. Une marge portait la prière manuscrite de Linda, ne laissez pas cet endroit devenir une plaisanterie. Elle a souligné plaisanterie 2 fois. En 2019, des équipes de démolition sont arrivées, invoquant la dégradation structurelle. Les travailleurs ont sauvé une seule fenêtre circulaire, 4 cadres en teck, et une mosaïque de grue que Bruce avait installée lui-même. Le reste a rencontré la boule de démolition en quelques jours. Cranes Nest a cessé d'exister, remplacé par un club privé élégant dont le site web propose du yoga sur le toit et des brunchs fusion. Alors que les chiffres du chapitre se clôturaient, un conservateur a remarqué que si la succession pouvait parler, elle pourrait demander « Comment un sanctuaire pour la discipline est-il devenu une affiche pour l'indulgence ?» Aucun tableur ne pourrait jamais équilibrer ce déficit émotionnel. 2 caisses plus loin, ils ont trouvé une boîte à écrire laquée scellée avec de la cire. Linda a reconnu l'empreinte de Bruce pressée dans le seau et a hésité avant de le briser. À l'intérieur se trouvaient 23 lettres pliées, chacune adressée non à elle mais à Brandon et Shannon, écrites entre novembre 1972 et juillet 1973. L'encre avait fané en sépia. Pourtant, les mots pulsaient d'une urgence paternelle. La première note de Bruce à Brandon s'ouvrait sur une plaisanterie sur la perte d'une course contre sa propre ombre, puis pivotait. « Entraîne-toi à te vaincre toi-même, pas tes adversaires. » Les lettres étaient des plans d'entraînement chronologiques. Semaine 1, exercice de jeu de jambes. Semaine 4, sparring à l'aveugle pour aiguiser l'ouïe, mais entre les instructions se trouvaient des admissions de vulnérabilité. Il confessait sa peur que la célébrité ne vole le temps des sessions d'entraînement dans la cour. Il craignait que les médias ne transforment ses enfants en caricatures plutôt qu'en humains. Dans une lettre datée d'avril 1973, il écrivait « Combat, mais ne combat pas la célébrité ». La correspondance à Shannon avait un rythme plus doux. Il décrivait l'équilibre en comparant les coups de pied tourbillonnants aux pirouettes, l'encourageant à danser tout en apprenant à esquiver. Il joignait des pétales de frangipanier pressés du jardin de Cranes Nest, promettant qu'il fleurirait à nouveau quand elle serait grande. Ce jardin, maintenant pavé sous des tuiles de spa boutique, semblait soudain présent dans l'air du hangar. Les linguistes étudiant l'écriture ont remarqué de légers tremblements dans les traits de plume après mai 1973. S'alignant avec les épisodes médicaux consignés dans le journal, Bruce parlait de vertige, mais les présentait comme des tests de respiration. Pourtant, sous l'optimisme couraient des courants fatalistes. « Je suis toujours avec vous dans la force, l'amour, l'esprit. » Les spécialistes ont plus tard appelé cela le plus proche d'un adieu.
Les lettres se terminent en milieu de phrase, la dernière page vierge, sauf pour la salutation « Cher Brandon ». Les archivistes débattaient si une autre feuille existait ou si l'épuisement l'avait emporté. Dans tous les cas, le silence résonnait plus fort que n'importe quel cri de Kung-fu. La boîte de cire contenait également 8 polaroids jamais publiés. Bruce à genoux à côté du premier sac lourd de Brandon. Shannon perché sur ses épaules pendant une pause déjeuner sur un plateau de tournage. Linda riant alors qu'il échouait à jongler avec des oranges. Ces images font fondre la distance entre l'icône et le parent. Pourtant, elles chargent aussi le spectateur de recul. Ni Brandon ni Bruce n'atteindraient un âge avancé. Linda a demandé que les lettres soient numérisées mais non exposées publiquement. Le conseil a accepté, accordant à la famille une archive protégée par mot de passe. Avant de sceller à nouveau les originaux, elle a ajouté une nouvelle enveloppe étiquetée pour les enfants de Shannon. Son contenu reste inconnu. Dans le journal de débriefing ce soir-là, le conservateur Jaden Guillan écrivait « Ces pages transforment le bruit en silence. Je pensais que l'ouverture des caisses apporterait de la distance. Au lieu de cela, chaque artefact le rapproche. L'équipe a réalisé qu'ils étaient les gardiens d'une conversation figée dans le temps, et leur devoir était de protéger des voix qui ne pouvaient plus répondre à aucune question. » Pendant que l'équipe de Seattle luttait avec des reliques intimes, une autre équipe était envoyée à Hong Kong pour documenter le site lui-même. Ils sont arrivés à Kowloon Tong en attendant de la nostalgie. Ils ont trouvé des gravats. La villa de 2 étages était partie, remplacée par des clôtures métalliques drapées de bâches portant le nom d'un club privé ouvrant bientôt. Un garde de construction les a repoussés, mais ils ont réussi à apercevoir le seul élément survivant, une fenêtre circulaire enveloppée de mousse protectrice, étiquetée pour une future exposition. Les archives du South China Morning Post ont comblé les années manquantes. Dans un article de 2015, la journaliste Christine Serrando a visité Cranes Nest pendant sa phase de motel. L'article décrivait des carreaux de mosaïque en décomposition que Bruce avait conçus personnellement, des grues en vol, les queues balayant vers l'étang aqua. Des miroirs couvraient la plupart des murs intérieurs, amplifiant chaque ampoule fluorescente en éblouissement. Les unités de climatisation gouttaient sur les parquets. Les chambres étaient louées par bloc de 3 heures. Les réceptionnistes offraient des microphones de karaoké et des costumes de nouveautés en forme d'uniforme de kung-fu. Quand Yu Panlin est mort, un porte-parole de la famille a promis de réinventer la propriété en un centre d'études chinoises. Des croquis architecturaux proposaient des salles de classe où les enfants pourraient réciter de la poésie Tang sous la fresque restaurée de la grue de Bruce, mais les dégâts des termites et les infiltrations d'eau ont condamné les budgets de restauration. En juillet 2019, des bulldozers attendaient devant la porte d'entrée. Des manifestants se sont rassemblés, agitant des drapeaux dragons jaunes et chantant pour la préservation. Pourtant, à l'aube, le mur sud était tombé, ses pierres taillées à la main s'écrasant en tas qui se moquaient de la signalétique patrimoniale. Sur place, le consultant patrimonial Marcus Lowe a tamisé les débris. Il a extrait 4 cadres en teck que Bruce avait installés pour plus de lumière, un couvercle de bocal portant des drills de Wing Chun manuscrits, et un éclat de tuile turquoise montrant une moitié d'aile de grue. Ces fragments ont rejoint l'envoi de Seattle, gonflant maintenant au-delà de la capacité du hangar. La démolition a soulevé des questions juridiques. Le Conseil consultatif des antiquités de Hong Kong a classé la villa comme d'intérêt historique de grade A. Pourtant, le rapport structurel du propriétaire l'a qualifié d'insécuritaire. En vérité, l'histoire a perdu face à la valeur foncière. Le terrain, près d'une zone d'école élite, valait plus de 100 millions de dollars hongkongais. Une semaine plus tard, des brochures de marketing immobilier vantaient un retreat bien-être exclusif imprégné de vitalité culturelle, omettant de quelle culture il s'agissait. De retour de l'autre côté du Pacifique, Linda fixait la tuile de grue sauvée sous la lumière du musée. Le glaçage scintillait encore vert mer, une couleur que Bruce avait choisie pour évoquer le calme. Les spécialistes débattaient de l'encadrer dans une exposition itinérante ou de l'incorporer dans une statue commémorative. Linda a murmuré « Il voulait le vol, pas l'exposition ». La phrase a forcé les conservateurs à faire une pause. Honorer le Bruce Lee ou transformer-il le chagrin en spectacle? La visite à Hong Kong s'est conclue avec un scan en réalité virtuelle du terrain vide, capturant les coordonnées pour une future reconstruction. Les ingénieurs de données ont fusionné ce scan avec des films familiaux de 1972, construisant un modèle numérique, au moins dans un casque. Cranes Nest tient encore debout. Aucune simulation ne peut recréer le parfum de jasmin qui flottait des entraînements de Bruce au crépuscule.
Mais la visite en VR offre quelque chose. Une chance pour les visiteurs de pénétrer dans son bureau et d'entendre le plancher craquer sous leurs pas, réalisant à quel point la frontière entre mémoire et marketing est fine. Une fois la poussière de la démolition retombée, une autre course a commencé. Des cadres de licence ont contacté Lynda avec des offres pour transformer l'image de Bruce Lee en NFT, salle de sport thématique et boissons énergétiques. Certaines offres étaient de bon goût, beaucoup frôlaient la parodie. La famille a toujours équilibré deux objectifs, financer des programmes philanthropiques et sauvegarder l'intégrité. Maintenant, chaque décision semblait marcher sur une corde raide au-dessus d'un gouffre de mèmes instantanés. Parmi les caisses, les archivistes ont découvert un projet de contrat de 1973 jamais signé. Bruce négociait la propriété de son image pour une ligne proposée de manuels d'autodéfense pour enfants. Cela aurait été révolutionnaire. Dans les années 70, la plupart des studios conservaient ces droits. Selon l'avocate du divertissement Carla Rie, ce document non signé est devenu une carte à jouer après sa mort. Sans affectation claire de marque, des opportunistes ont collé sa silhouette sur tout ce qui pouvait porter un autocollant. Des t-shirts pirates ont émergé quelques semaines après ses funérailles. Des décennies plus tard, des baskets contrefaites inondaient les sites de commerce électronique. Pour contre-attaquer, Lynda et Shannon ont formé Bruce Lee Enterprises, consolidant les marques et poursuivant les contrefaçons dans le monde entier. Les dossiers juridiques dans la caisse 12 révèlent des victoires contre des grands détaillants qui avaient vendu du parfum Dragon Power non autorisé. Pourtant, la bataille ne finit jamais. Internet régénère les copies plus vite que les lettres de cessation et d'abstention. Les conservateurs de musées s'inquiètent de la dilution. Plus Bruce apparaît sur des baguettes de nouveautés, moins sa philosophie porte de gravité. La professeure d'études culturelles May Ortiz, consultante sur la succession, plaidait pour une rareté contrôlée. Son plan recommande de ne libérer qu'une poignée d'artefacts à la fois, chacun accompagné d'essais contextuels et de ressources en santé mentale. L'objectif est subtil. Déplacer le récit du combat vers la connaissance de soi. À l'intérieur de l'archive, l'équipe a modélisé cette approche. Ils ont préparé un kit d'exposition contenant la tuile de grue, une boucle de film 8 mm de Bruce s'entraînant au coup d'un pouce, et l'entrée du journal du 10 mai avec les numéros de dosage censurés. Un spectateur verrait l'accomplissement à côté du coup, l'extase à côté de l'épuisement. L'héroïsme est un spectre, lisait le texte mural proposé. Leur stratégie a rencontré une opposition d'un nouvel acteur. Le club privé occupant maintenant le 41 Cumberland Road. La direction a proposé un partenariat, offrant d'héberger des galas exclusifs où les VIP pourraient manipuler des accessoires originaux après avoir signé des décharges de responsabilité. La famille a décliné, invoquant une autre sorte de responsabilité, l'érosion du sens quand des objets sacrés deviennent des curiosités d'heures d'apéritif. Pourtant, la succession doit générer des revenus pour se préserver. Le stockage à température contrôlée, la numérisation et la sécurité ne sont pas gratuits. Après des mois de débats, les trustés ont approuvé une collaboration avec une charité mondiale de santé mentale. Les revenus d'un livre d'édition limitée des lettres financeront des programmes de counseling pour la jeunesse, alignés directement avec la philosophie d'enseignement de Bruce. Au hangar, une réunion à l'aube a ratifié le plan. Les archivistes ont scotché une note manuscrite sur la porte principale. Chaque objet ici doit aider quelqu'un à frapper plus haut dans la vie. La plus simple des déclarations de mission. Mais en déverrouillant les caisses à nouveau, cela semblait un compas assez stable pour guider l'écho du dragon. 6 mois après l'ouverture de la première caisse, l'inventaire de la succession était terminé. 3416 artefacts, 22 heures de films inédits, et 1 téraoctet de scan haute résolution. Pourtant, les conservateurs se sentaient plus loin de la certitude qu'au début. Les possessions de Bruce Lee n'ont pas ordonné sa légende. Elles l'ont compliqué, comme ajouter des miroirs à un labyrinthe. L'intérêt public a culminé lors d'une conférence de presse diffusée en 8 langues. Lynda et Shannon étaient assises à côté d'une vitrine contenant 3 objets symboliques, le speedball fissuré, la tuile d'aile de grue et le journal de poche scellé à nouveau. Les reporters ont demandé si le journal serait un jour publié en entier. Lynda a répondu « Certaines pages appartiennent à notre famille. D'autres appartiennent à l'histoire. Nous déciderons ensemble. » La phrase ensemble a résonné. Pendant des décennies, la mémoire de Bruce avait été fragmentée. Fans, érudits, magnats des affaires, chacun tirant sur un éclat différent. La succession, nouvellement organisée, essayait de rassembler la mosaïque.
La semaine suivante, une coalition d'éducateurs hongkongais a annoncé des bourses financées par les revenus du livre de lettres. Les étudiants choisis pour l'excellence en arts martiaux et le service communautaire passeraient un semestre à Seattle à étudier non seulement le Jeet Kune Do, mais aussi la gestion du stress et la prévention des blessures. Dans ce mélange curriculaire, la douleur passée de Bruce pourrait se traduire en résilience future pour d'autres. Pendant ce temps, les techniciens de données ont finalisé l'expérience en réalité virtuelle. Les premiers testeurs incluaient des athlètes en fauteuil roulant qui pratiquaient des coups d'un pouce virtuel à côté de l'avatar rendu de Bruce. Une participante, une espoir paralympique, a dit que la session lui rappelait que l'adaptation est la maîtrise, pas le compromis. Shannon a pleuré hors caméra, admettant plus tard que ce commentaire signifiait plus que n'importe quel record au box-office. Les trustés de la succession ont publié une base de données publique d'artefacts non sensibles, invitant à une érudition participative. En quelques jours, les utilisateurs ont relié les marginalia philosophiques de Bruce à des textes obscurs de Tagore, révélant de nouvelles influences. Un autre utilisateur a identifié la marque de ruban médical préférée de Bruce, maintenant abandonnée, incitant une firme niche de médecine sportive à le reproduire pour la recherche. Pourtant, des mystères demeurent. Une bobine usée étiquetée GOD, peut-être Game of Death, contient un foutage que personne n'a déchiffré car l'émulsion est fusionnée. Les spécialistes espèrent que la séparation cryogénique peut sauver des images. Et quelque part, peut-être encore caché derrière un panneau dans l'étude disparue de Cranes Nest, se trouve la dernière lettre manquante à Brandon. Jusqu'à ce qu'elle émerge, les phrases terminées à mi-encre continuent de hanter. À la dernière réunion interne du projet, le conservateur Marcus Lowe a répété les mots de Bruce lui-même. Soit de l'eau, a-t-il conclu. L'eau façonne son récipient, mais elle érode aussi la pierre. Nos choix déterminent quel rôle nous jouons. L'équipe a voté pour garder la plupart des documents médicaux scellés pendant 50 ans, donnant le temps pour une interprétation nuancée plutôt que du sensationnalisme. Les caisses sont reconditionnées, cette fois en blanc archivistique, stockées dans une aile à température contrôlée du Wing Luke Museum à Seattle. Les visiteurs pourraient un jour marcher à travers des galeries construites à partir de ces histoires. Pour l'instant, la légende se tient plus haute et plus humaine. Non plus une statue de bronze seule, mais une vie ressentie dans le sang, la sueur, l'encre et la fragile cellulose. Des secrets ont été déterrés, des vérités délivrées, et oui, certains d'entre eux sont graves. Mais la compréhension commence souvent par l'inconfort, et la guérison commence une fois que le couvercle est enfin fermé. Le dragon rugit, non pas de triomphe, mais de l'écho de la mortalité qui accompagne maintenant chaque cri. Cet écho nous défie. La grandeur est possible, mais le coup ne doit jamais être caché. Quelles sont vos pensées sur les révélations personnelles trouvées dans la succession de Bruce Lee? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'explorations approfondies.